Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Un Nobel pour la France. Le prix de physique revient conjointement à Albert Fert et à l'un de ses collègues allemands pour une découverte qui a permis la miniaturisation des disques durs. Elle est notamment à l'origine des ordinateurs portables ou des lecteurs de musique MP3. Le lauréat est notre invité ce soir. La crise et les éclats de voix dans la majorité à propos de l'amendement ADN. La secrétaire d'État à la ville, Fadela Amara, juge dégueulasse l'instrumentalisation de l'immigration. Patrick Devedjian l'accuse d'injurier les députés UMP, d'autres la presse de quitter le gouvernement. Un voyage délicat de Nicolas Sarkozy à Moscou. Pendant la campagne, il avait souhaité un ton plus critique vis-à-vis du régime autoritaire de Vladimir Poutine. Le changement est-il au rendez-vous? Élément de réponse dans un instant. Une série d'interpellations après la dégradation volontaire d'un tableau de Monet ce week-end au musée d'Orsay. 6 jeunes d'une vingtaine d'années, inconnus des services de police, ont été arrêtés. Ils auraient agi sous l'emprise de l'alcool. Une rencontre dans ce journal. Katusha Niane était un des premiers top modèles noirs. Elle révèle aujourd'hui qu'elle a été excisée à l'âge de 9 ans et a décidé de se battre contre cette mutilation qui toucherait 30 000 femmes en France. Enfin, le rugby, tous bons pour le service. Après examens médicaux, on ne compte aucun blessé parmi les Français pour affronter la Grande-Bretagne. L'équipe a repris l'entraînement aujourd'hui à Marcoussis. Il s'appelle Albert Fert, il a 69 ans, il est originaire du Sud-Ouest et il est l'homme du jour. Ce professeur et chercheur au CNRS a obtenu le prix Nobel de physique avec l'allemand Peter Grünberg. L'application de ses découvertes est récente et fulgurante. Elle concerne les téléphones portables ou les ordinateurs, notamment. Nicolas Châteauneuf, Philippe Jasselin. Depuis quelques minutes, Albert Fert est entré dans une nouvelle dimension. C'est normal, il vient d'apprendre qu'il est le nouveau prix Nobel de physique. Avec un phénomène nouveau, les caméras, les micros, les photographes. Oui, c'est une surprise. Il y a peu de chance, même quand on a fait de la bonne recherche, il y a tellement de bons chercheurs que la chance d'avoir le prix Nobel est minime. Son téléphone n'arrête pas de sonner, les appels viennent du monde entier. Et encore une fois, il va devoir expliquer en quelques mots la nature de ces travaux qui ont révolutionné l'informatique, aux journalistes qui le pressent de questions et aux enfants qui passent par là. Ça vous plaît la physique? Les électrons, justement, j'ai travaillé sur les électrons. Mais si tu peux mettre autant de musique sur ton MP3, c'est en partie grâce à nos découvertes. Albert Fert partage son prix Nobel avec l'allemand Peter Grünberg. Tous deux ont découvert les propriétés magnétiques qui ont permis de multiplier par 100 les capacités des disques durs, la mémoire de tous nos ordinateurs. De quoi bouleverser notre quotidien en miniaturisant les données de l'ordinateur portable au lecteur MP3. On se dit, ça va aboutir à quoi ces histoires? Et puis maintenant je m'aperçois que j'entre chez mon épicier ou au bureau de poste, je vois des gens pianoter un ordinateur et utiliser les résultats de mes recherches. C'est génial. À 69 ans, Albert Fert compte bien poursuivre ses travaux et planche déjà sur les futures technologies qui promettent de nouvelles révolutions pour tous les appareils numériques et nos chers téléphones portables. Bonsoir Monsieur Fert, Bonsoir. Félicitations, on est content Merci. de vous recevoir et de rendre hommage à travers vous aux réussites de la recherche française. C'est une consécration, le Nobel, pour un chercheur? Bien sûr, oui, bien sûr, je ne peux pas aller plus loin, mais maintenant je vais continuer à travailler cependant. C'est le plus beau jour de votre vie de chercheur? Plus beau jour, je crois que quand on fait une découverte, c'est aussi un très beau jour. Quand on découvre soudain que les constructions de l'esprit du chercheur se concrétisent dans une réalité physique, expérimentale. Combien de temps il vous a fallu pour aboutir à cela? Mais au fond, la recherche, les origines de cette découverte sont assez loin dans le passé. Au fond, c'est la physique de base, je l'avais développée dans ma thèse, c'est-à-dire vers les années 70. Ensuite, les idées ont mûri, des technologies sont arrivées pour permettre d'exploiter ces idées et de découvrir ce phénomène de magnétorisation géante. Alors quand on voit tous les débouchés, toutes les conséquences de vos découvertes, on se dit que vous devriez être milliardaire de tous ces MP3, ces ordinateurs portables. Oui, nous avons été 2 à découvrir et ça a été une course de vitesse pour le brevet. Je l'ai rédigé assez vite, mais Grünberg a été plus rapide et a eu les royalties. Peter Grünberg, c'est-à-dire le chercheur allemand, l'autre lauréat. L'autre lauréat. Est-ce que lui est milliardaire? Lui a a gagné beaucoup d'argent. Et on enfin, j'ai aussi d'autres brevets par la suite pour lesquels nous avons été les premiers. Et on n'a pas cherché à vous débaucher les grandes entreprises américaines ou autres? Parce que c'est un tel marché.
De me débaucher pour aller travailler aux États-Unis. Oui, j'ai eu quelques propositions, mais j'ai pu travailler rapidement grâce à une association avec la compagnie Thales dans de très bonnes conditions. Nous avons créé un laboratoire commun CNRS Thales et dont les conditions de travail qui m'ont été proposées étaient excellentes et j'ai eu du plaisir à continuer à travailler ici. Alors justement, on parle beaucoup de la recherche française. Regardez ce petit tableau qu'on a fait faire sur le nombre de Nobel ces 20 dernières années. Aux États-Unis, 53, 8 en Allemagne, 7 au Royaume-Uni, 6 en France pour la physique, chimie et la médecine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences physiques. On dit souvent que la recherche française est moribonde, que c'est le parent pauvre. Vous êtes d'accord avec cette vision? On voit que nous sommes à peu près à égalité avec l'Allemagne et l'Angleterre. Bon, je crois que c'est pas mal. Et l'Europe, si on compte ensuite les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, doit se rapprocher du chiffre des États-Unis. Donc l'Europe est un acteur majeur de la recherche, en même temps que les États-Unis et le Japon. Le constat n'est pas si noir que ça. Dernière question, votre vie va changer ou vous allez continuer comme Non, avant? ma vie ne va pas changer. J'aime bien travailler, faire de la recherche scientifique et je vais continuer. Merci à Albert Fert pour cet entretien enregistré ici même il y a 3 quarts d'heure. Autre titre de l'actualité, faut-il parler de crise de nerfs ou de crise tout court? En tout cas, l'agacement de certains députés UMP vis-à-vis des ministres d'ouverture a franchi une nouvelle étape. Tout est parti d'une déclaration de Fadela Amara à propos du débat sur l'immigration et sur l'amendement ADN et d'un mot en particulier, dégueulasse. Hélène Hugues, Jean-François Monnier. Voici les mots qui ont mis le feu aux poudres. Une interview de Fadela Amara diffusée ce matin sur France Inter. Je suis une femme libre, ne l'oubliez jamais. L'ADN, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on touche à quelque chose qui n'est pas bon pour notre pays. Je le dis aussi en tant que fille d'immigrés, il y en a marre qu'on instrumentalise à chaque fois l'immigration pour des raisons très précises. Je trouve ça dégueulasse. Aussitôt, Patrick Devedjian, le secrétaire général de l'UMP, crie au scandale. Elle injure, dit-il, les députés de la majorité qui ont voté ce texte, lesquels enfoncent le clou dans l'après-midi. Il souligne les limites de l'ouverture. Employer des termes aussi forts s'agissant d'actes qui sont soutenus par certains membres du gouvernement, je crois que ça n'est pas très cohérent. Puisque l'ouverture, semble-t-il, doit avoir un sens, il faut savoir également en accepter de temps en temps quelques-unes des obligations. Jusqu'à l'auteur de l'amendement sur les tests ADN qui répond par l'ironie. Elle a raison. Elle a entièrement raison de dire ça de ses anciens amis socialistes. Parce que franchement, l'exploitation qui est faite par le Parti socialiste de ce texte... Loin de cette agitation sur le terrain et après quelques échanges téléphoniques avec Matignon et l'Élysée, Fadela Amara tente de couper court à la polémique. Je le vois véritablement sur le terrain. Je n'ai aucune emmerdement pour travailler avec tous les élus de tous bords qui veulent vraiment que ça change dans les cités. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Fadela Amara continue de revendiquer sa liberté, mais l'ouverture n'a pas fini de faire débat. Toujours à l'Assemblée, on dit souvent qu'il y a trop de lois et qu'elles concernent tout et n'importe quoi. Eh bien, les députés ont adopté un texte qui vise à simplifier et à faire le tri parmi l'immense arsenal législatif voté ces dernières années ou ces dernières décennies. Ils sont d'ailleurs tombés sur des lois carrément loufoques, consacrées notamment à l'origine des noix ou aux tenues vestimentaires des femmes. Alexandre Carra, Stéphane Guillemot. Je vais vous demander en premier lieu les certificats prénuptiaux et les... Bientôt plus besoin de certificats prénuptiaux pour convoler en juste noces. C'est l'une des dispositions abrogées par les députés dans leur grand toilettage législatif de l'automne. Ce matin, nous avons supprimé 127 lois, dont la plus ancienne datait de 1790, dont les plus récentes dataient des années 60, des lois aussi obsolètes que celles qui réglementent le régime militaire des mineurs de fonds ou que celles qui concernent la plantation des châtaigniers. Ou encore la loi sur les tromperies, sur l'origine des noix, celle sur le commerce de la chicorée, la loi autorisant les femmes à devenir avocats ou celle encadrant le métier de radiotélégraphiste. Et si les députés suppriment des lois, c'est qu'il y en a trop. Dans cette pièce de l'Assemblée nationale s'entassent les textes qui n'ont pas encore été votés. Ici, c'est assez simple, c'est une partie de la législation qui est entreposée, qui sont les textes en attente d'être votés. Les sujets les plus divers s'entremêlent en attendant d'être examinés. Dopage, tabagisme, sécurité nucléaire ou OGM. Depuis 30 ans, s'il y a bien une inflation qui n'a pu être maîtrisée, c'est celle des textes de loi. Cette pile de livres, elle représente l'ensemble des lois votées entre 1962 et 67, en 5 ans. Là, c'est l'ensemble des lois votées en 5 ans, entre 81 et 86. Voilà le dernier record, 2002-2007. En 1973, 620 pages de lois sont votées par les députés.
34 ans plus tard, il y en a 1966. Une situation d'autant plus absurde que tous les textes ne sont pas appliqués. Sur 1000 lois promulguées depuis 1981, 222 n'avaient pas encore reçu la totalité de leur décret d'application. Désormais, l'objectif pour les députés est de procéder à ce petit ménage législatif chaque année. On en vient aux suites de l'enquête sur les soupçons de délit d'initié à EADS. L'État n'a pas été complice de ces opérations. Voilà ce qu'ont déclaré en substance les responsables de la Caisse des dépôts et consignations, entendus aujourd'hui par les députés. Pour eux, le gouvernement n'a même pas été informé de l'achat de titres EADS à la fin de l'année 2005. Une argumentation qui n'a pas convaincu tout le monde. Martin Gouès, Hervé Pozzo. Peu habitués à être dans la lumière, les patrons de la Caisse des dépôts et consignations ont dû s'expliquer sur le rôle de leur établissement dans l'affaire EADS. Une première pour celle qu'on appelle la Banque de l'État. Sa principale mission, gérer les retraites des fonctionnaires. Mais c'est aussi la Banque de la Sécurité sociale et elle centralise l'argent des livrets A. Elle est devenue un des premiers investisseurs français présents dans le capital de PME, mais aussi de grandes entreprises comme Michelin, Suez ou EADS pour les soutenir. Sa montée dans le capital du groupe aéronautique, juste avant la chute de l'action, a entraîné un trou de 200 millions d'euros dans ses comptes. La Caisse des dépôts plaide le manque d'informations. Il se trouve simplement, et c'est là où le sujet est un peu plus sensible, c'est que probablement nous avons été en déficit d'informations sur la réalité, mais c'est un autre sujet. Nous sommes une victime. Victimes d'une mauvaise information, les patrons de la Caisse des dépôts ont donc dédouané l'État en expliquant qu'il n'avait pas à donner son avis sur ce genre de transaction, ce qui a laissé sceptiques certains députés. Je pense regrettable que si le gouvernement et le cabinet du ministre ou la direction du Trésor aient eu des informations, qu'ils n'aient pas prévenu la Caisse tout de même qui s'aventurait en terrain dangereux. La Commission des finances souhaiterait maintenant auditionner Arnaud Lagardère, celui qui a vendu ses actions à la Caisse des dépôts. Et puis à noter que le patron actuel de ADS, Louis Gallois, seul dirigeant du groupe européen épargné par les soupçons de délit d'initié, passe à l'offensive pour tenter de restaurer l'image et la cohésion de son entreprise. Il annonce son intention de supprimer tout simplement les stocks options. La proposition sera faite au conseil d'administration. Nicolas Sarkozy a entamé cet après-midi un voyage délicat en Russie. Délicat car c'est une épreuve de vérité. Pendant la campagne, le président de la République avait souhaité un changement de ton vis-à-vis du régime autoritaire de Vladimir Poutine, sur la question des droits de l'homme notamment, mais on sait aussi que la Russie est un partenaire incontournable pour la France. Reportage à Moscou, Laurent Boussier, Xavier Luizet. Vladimir Poutine qui emmène Nicolas Sarkozy en 4x4 pour une visite express de sa datcha, l'image affichée d'une certaine complicité. Et pourtant, en langage diplomatique, on appelle ça une visite délicate. Il y a évidemment l'accueil, les sourires et les poignées de main. Et franchement, pour moi, c'est un plaisir de venir ici. Mais pour cette première visite en Russie du président Sarkozy, il y a aussi les sujets qui divisent. Le nucléaire iranien, l'indépendance du Kosovo, les droits de l'homme, l'utilisation par la Russie de l'arme du gaz. Souvent critique, Nicolas Sarkozy dit vouloir établir ici un dialogue franc et ferme. J'ai pu apprécier la fermeté de vos convictions. De ce point de vue, je crois pouvoir dire qu'on peut se comprendre parce que ces convictions, j'en ai aussi. Je ferai tout pour répondre à toutes vos questions et expliquer notre position sur n'importe quel sujet. Jusqu'à demain soir, les deux présidents qui vont se voir au moins 3 fois auront le temps de confronter leurs convictions. La Russie qui reste un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, dans la coopération, dans les échanges commerciaux, entend bien avoir des éclaircissements sur cette nouvelle attitude de la France. Bonsoir Laurent Boussier, vous êtes en direct de Moscou. Alors le changement de ton annoncé est-il perceptible ce soir ? Écoutez David, il est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Les deux présidents viennent à peine de terminer leur dîner et on ne connaît pas pour l'instant la teneur de leur conversation. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de Nicolas Sarkozy est de rompre avec les habitudes, avec l'approche qu'avait Jacques Chirac, son prédécesseur à l'Élysée, de ses relations avec la Russie. Jacques Chirac, vous le savez, avait décoré Vladimir Poutine l'année dernière de la Légion d'honneur. Il prétendait qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Changement total d'ambiance avec Nicolas Sarkozy. Pour lui, il n'y a pas de tabou, le ton change, le dialogue devient plus franc et donc forcément plus critique. Mais ça n'est pas forcément pour déplaire aux Russes, ils en ont vu d'autres et ils ne se formalisent pas les gestes d'amitié, voire de complicité qu'il y avait eu cet été au sommet du G8 et puis aujourd'hui encore à l'accueil de Nicolas Sarkozy dans la datcha de Poutine, prouvent que de toute façon, quoi qu'il arrive, les deux hommes vont continuer à se parler.
Merci Laurent. Bref, encore à l'étranger, à nouveau la violence en Irak. Alors que les attentats avaient nettement diminué ces derniers mois, 33 personnes ont été tuées aujourd'hui dans plusieurs attaques contre des responsables locaux impliqués dans la lutte contre Al-Qaïda. À noter aussi que 2 civils irakiens ont été tués dans le même temps par des gardes de sécurité privés qui sont sur la sellette, vous le savez, et notamment le groupe américain Blackwater suite à de récentes bavures. Et puis une rentrée parlementaire dans l'incertitude en Belgique puisque le pays se trouve toujours sans gouvernement 4 mois après les élections législatives. Les partis flamands et wallons ne parviennent pas à trouver un accord. Le candidat au poste de Premier ministre, Yves Leterme, a relancé les négociations. Économie, le déficit commercial de la France reste toujours à un niveau très élevé au mois d'août, 2,8 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, le chiffre atteint plus de 22 milliards, un solde qui illustre les problèmes de compétitivité de la France et les difficultés de nombreux secteurs confrontés à la concurrence des pays émergents, y compris les plus inattendus. Exemple, les cornichons. Voici comment la production française a été peu à peu supplantée par la production indienne. Enquête Séverine Lebrun, Vivien Roussel. Saucisson sec, terrine maison, pâté de tête, un buffet bien de chez nous, inconcevable sans son petit cornichon, acide et bien croquant. Un mini format que les Français sont les seuls au monde à apprécier. C'est le produit français par excellence parce que comme nous sommes un pays de charcuterie, il ne faut pas l'oublier, hein, avec toutes mes charcuteries maison, on ne peut servir qu'un très bon cornichon. Alors, français, le cornichon que vous mangez, pas si sûr. Nous voici avec les 2 derniers producteurs du pays. Donc ici, il reste 20 hectares de cornichons, alors qu'il y a 3 ans, on en avait plus de 100, et 20 ans, il y en avait 10 fois plus. Le problème, c'est que le petit cornichon est désormais exclusivement importé d'Inde. Ici, il a donc fallu produire un nouveau calibre, beaucoup plus gros. On l'appelle le mal au sol. On cueille du gros cornichon que les Indiens ne savent pas faire actuellement. Et là, les Indiens ne font pas de concurrence. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si on fait du petit cornichon comme les Indiens, là, c'est impossible de lutter. On ne peut pas lutter contre des gens qui gagnent 1 euro de la journée. C'est pas possible. Alors ici, c'est notre bâtiment qui réceptionne les cornichons. À côté, le bâtiment blanc, c'est à Moramaille, qui reçoivent les cornichons de l'Inde, qui font 7000 km, et il y a moins de 100 mètres qui nous séparent. L'industriel paie le cornichon indien 40% moins cher. Alors pour s'en sortir, nos producteurs ont trouvé un nouveau marché. Ils vendent leurs cornichons en légumes frais dans les pays de l'Est. J'aurais besoin d'un kilo de cornichons. Oui, ce calibre-là. Depuis, le chiffre d'affaires a chuté. C'est aussi une part du patrimoine qui disparaît. C'est le savoir-faire français qu'on expatrie très loin. Mais on le voit à tous les niveaux, hein. Il y a Airbus, il y a tout ça. Donc c'est pas seulement le cornichon. Hein. Ça fait un petit pincement au cœur quand même de voir ça partir si loin. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous, à notre niveau, on n'y peut rien, on subit, hein, c'est tout. Hein. Pourtant, grâce à eux, Apoigny restera quand même la capitale française du cornichon, une sorte de village gaulois au cœur de la mondialisation. Économie encore et en bref, coup de tonnerre à Lons-le-Saunier dans toute la Franche-Comté. Le numéro 1 français du jouet Smoby Majorette a été placé aujourd'hui en redressement judiciaire. Cette décision signe l'échec de la procédure de sauvegarde qui avait permis à un groupe américain de prendre le contrôle du fabricant. Les 1300 salariés en France espèrent relancer l'activité malgré une dette importante. Et puis le lancement du premier train mondial qui dispose à la fois d'un moteur diesel et d'une propulsion électrique. Il s'appelle Hybride Bibi. Il a été inauguré en gare de Troyes et assurera la desserte régionale. Pas de changement pour les voyageurs, mais ce train sera beaucoup moins polluant, 20% de moins qu'une rame traditionnelle. Des noces très remarquées en Touraine. 40 couples chinois sont venus confirmer leur mariage à la mairie de Tours, tous ensemble. Image étonnante qui illustre les rêves d'un pays en pleine mutation. La France là-bas incarne un idéal de vie, à tel point qu'un promoteur a carrément reconstitué un petit Paris à 2 heures de Shanghai. C'est vraiment une curiosité. Il ne s'agit pas d'un parc touristique, mais bien d'un immense quartier d'habitation avec tour Eiffel, fontaine et immeubles haussmanniens. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Gioum. Les promoteurs voulaient construire une réplique grandeur nature, mais la base militaire toute proche les en a empêchés. Cette tour Eiffel-là s'élève tout de même à 108 mètres de haut. Et à ses pieds, c'est un quartier parisien qui sort de terre au milieu de nulle part. Avec ses immeubles haussmanniens en fausse pierre de taille et ses toits imitation ardoise. Le projet sera achevé dans 10 ans seulement, 100 000 habitants devraient vivre ici.
Mais c'est déjà devenu une attraction locale, un lieu touristique. C'est une très bonne idée pour les gens qui n'ont pas les moyens de voyager hors de Chine. Ils peuvent découvrir l'architecture étrangère et ça peut favoriser les échanges culturels avec d'autres pays. Pour l'instant, à peine 10 000 habitants ont emménagé. Monsieur et Madame Su étaient parmi les premiers à avoir acheté un appartement il y a 3 ans, avant même qu'il ne soit construit. 16 000 € pour 80 mètres carrés, une très bonne affaire selon eux. Depuis, les prix ont plus que doublé. Nous, on fait partie des gens simples. Quand pourrait-on aller visiter une ville comme Paris? Jamais. Pour nous, en vivant ici, c'est un peu comme si on habitait en France. Offrir de l'exotisme au petit peuple, c'est l'objectif affiché par le promoteur. Et pour lui, mieux valait copier Paris plutôt que toute autre capitale étrangère. Pour le peuple chinois, la France est un très beau pays, plein de poésie et de romantisme. Et cette image-là, elle est ancrée en nous depuis longtemps. Et pour ceux qui se lasseraient de la vie parisienne, le promoteur a même bâti à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel un authentique village bourguignon, flambant neuf, toujours au nom de l'amour, pour la culture française. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Une rencontre maintenant dans ce journal pour évoquer un sujet poignant et qui reste toujours d'actualité. La femme que vous allez découvrir ou redécouvrir s'appelle Katusha Nyan. Elle était l'un des premiers top modèles noirs. Aujourd'hui, elle brise un tabou. Elle révèle qu'elle a été excisée à 9 ans et elle a décidé de se battre contre cette mutilation qui toucherait 30 000 femmes en France et 130 millions dans le monde entier. Estelle Collin, Olivier Robert. Avec son allure féline, Katusha, l'un des premiers mannequins noirs des années 80, égérie d'Yves Saint-Laurent, a connu la gloire. Aujourd'hui, elle met sa notoriété au service de la lutte contre l'excision, une tradition que même ses parents, pourtant cultivés, n'avaient pas remise en cause. Katusha a 9 ans lorsqu'en Guinée, sa mère cède à cette pratique. Elle l'emmène subir avec une de ses sœurs cette mutilation, l'ablation du clitoris qui prive les femmes de plaisir sexuel. Elle nous a amenés pour nous mettre aux normes, enfin comme je le dis dans le livre. Et c'est tout simplement, je n'essaie pas de justifier maman, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle a préféré le faire de façon médicale, en nous amenant ce jour-là chez une tante qui était médecin. On m'a pas expliqué grand-chose. On m'a amené dans une salle de bain et puis on nous apprend toujours à fermer les jambes et là on me les a écartées sans rien m'expliquer. Et puis après, c'est quand même sans anesthésie. Et dans des conditions atroces, comme vous pouvez l'imaginer. Il y en a qui en meurent, on n'en parle pas. Et des hémorragies sont courantes, des infections, puisque c'est très souvent avec la même lame qu'on coupe plusieurs filles différentes. Depuis, Katusha milite auprès d'une ONG pour que cesse cette coutume vieille de 25 siècles. De village en village, elle tente de briser le silence. On a osé aller parler aux vieux sous la case à Palabre. Et tout de suite, ils ont dit « Ah non, 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 nous, on ne parle pas de ça, ce sont les femmes qui le font. On n'est pas au courant, on ne sait pas de quoi vous parlez. » Effectivement, les femmes, à un moment, nous ont confié que quand elles le pratiquent, elles prennent les petites filles, elles partent dans la brousse, loin de tout le monde, et elles font l'excision. Ce qui fait que personne n'entend et personne ne voit. Il y aurait 130 millions de femmes excisées dans le monde. La France n'est pas épargnée, 30 000 fillettes en seraient victimes chaque année. Malgré qu'on ait mis certaines personnes en prison en France à la suite de cette pratique, maintenant on amène les petites filles durant les grandes vacances, on les met aux normes et elles reviennent et personne n'a rien vu et personne n'en dit rien. Donc ça continue. La gloire, la notoriété, l'argent n'auront pas effacé l'ineffaçable. Vous vous sentez différente des autres femmes? Forcément. Forcément. Oui, parce que je sais que j'ai eu une ablation quelque part. Mais j'arrive à incarner la féminité quand même, non? Je sais pas. Et si vous voulez en savoir plus et découvrir l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur notre site france2.fr sur la page consacrée au journal de 20h. L'actualité judiciaire, nous vous parlions ce week-end d'un acte de vandalisme au musée d'Orsay, un tableau de Monet volontairement dégradé. Eh bien, 6 personnes ont été interpellées aujourd'hui, des jeunes gens sans casier judiciaire, inconnus des services de police, qui auraient ainsi mal terminé une soirée trop arrosée. Emmanuel Lambert, Pascal Caron.
C'est par l'une de ces lourdes portes que les malfaiteurs sont entrés. Au total, ils étaient 6, dont un guetteur, une vingtaine d'années, et tous inconnus des services de police. Malgré une alarme, les vandales restent sur place plusieurs minutes, seuls, le temps de déchirer le pont d'Argenteuil, un tableau de monnaie dont la valeur artistique et financière est inestimable. Actuellement en garde à vue, certains reconnaissent les faits, mais trop alcoolisés, disent-ils, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. Les chefs-d'œuvre exposés en France sont-ils bien gardés? Non, répondent certains spécialistes. Les directeurs de musées, eux, assurent faire le maximum. Voici le musée Guimet à Paris, l'une des plus grandes collections au monde d'art asiatique. 3000 pièces sont exposées et chaque année 300 000 personnes visitent ce lieu. Alors pour le directeur, forcément, il existe des risques. La sécurité maximale, c'est de présenter des moulages ou des photos. Mais à partir du moment où l'on veut favoriser le contact avec les chefs-d'œuvre, il y a évidemment une prise de risque. 100 caméras de surveillance filment en permanence les nombreuses salles de l'édifice. Ici, 30 gardiens patrouillent dans le musée le jour, 15 la nuit. Et pour éviter tout contact avec certains visiteurs trop curieux, plusieurs dizaines d'objets fragiles sont sous verre. Certaines pièces jugées sensibles, qui ne se trouvent pas derrière des vitrines, ont une protection par laser. Si par exemple je passe ma main devant ce Bouddha du 19e siècle, une alarme retentit, des vigiles interviennent immédiatement de jour, comme de nuit. Les directeurs de musées que nous avons contactés le reconnaissent volontiers. Il y a trop de failles dans leur système de sécurité. Tous invoquent un manque de moyens. Ils misent seulement sur l'honnêteté des visiteurs. La justice encore, on en parlait récemment, la propriétaire d'un gîte rural des Vosges qui avait refoulé une cliente et sa mère parce qu'elle portait le voile a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Elle a été reconnue coupable de discrimination religieuse. L'ouverture à Paris, aujourd'hui, du Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure. Les polices et les ingénieurs du monde entier viennent y présenter les dernières techniques. Exemple, les drones, ces petits avions sans pilote, utilisés désormais pour la surveillance. Autre curiosité, entre guillemets, du salon, la dernière version du taser. Jérôme Bermin, Maricro. Son nom de code est X-REP, le nouveau projectile de neutralisation électrique. Tiré jusqu'à 20 mètres de distance, son effet est double. D'abord le choc de l'impact, comme un flashball, puis une décharge électrique suffisamment puissante pour clouer une personne au sol pendant 20 secondes. On a mis dans une cartouche de calibre 12, communément de chasse, un projectile bourré d'électronique. C'est toute l'électronique du taser. On va tirer, donc le projectile va sortir, va aller se planter dans les vêtements de l'individu. Cette arme est présentée comme non mortelle, mais plusieurs associations contestent les thèses du fabricant Taser et enquêtent sur les précédents modèles et des décès suspects aux États-Unis. L'autre nouveauté policière cette année, ce sont les drones, jusque-là réservés aux militaires. Voici Elsa, engin léger de surveillance aérienne. Il sera testé par la police nationale dès le mois de décembre. Objectif, observer les foules, les zones urbaines sensibles ou préparer le terrain aux unités d'élite. Ou les GIPN, ça pourrait tout à fait servir dans la préparation d'une mission pour identifier un immeuble ou une zone sur laquelle on a une difficulté d'accès, où on a un besoin discret de surveillance. Et après l'image, le son. Cette boule de poil cache la nouvelle arme des commandos, un détecteur sonore de sniper. Au moindre coup de feu, c'est le tireur qui se retrouve à son tour dans le viseur, un système employé actuellement en Afghanistan et en Irak. L'immigration a désormais son musée en France. La Cité nationale de l'histoire de l'immigration sera inaugurée demain dans le palais de la Porte Dorée à Paris. Il retrace 150 ans d'histoire des Belges aux Maghrébins en passant par les Espagnols et a pour vocation de valoriser l'immigration en lui faisant sa place dans la mémoire nationale. Daniel Wolfrom, Bernie Mériot. Génération après génération, le défilé des immigrés. Depuis 150 ans, ils font bien partie de l'histoire de France, des Belges des frontières aux Chinois du bout du monde. Tous sont ici conviés dans cette première cité de l'immigration, un grand musée, niché aujourd'hui dans cet ancien bâtiment, phare de l'exposition coloniale. C'était en 1931. Tout un symbole. Après les colonisés, vint le temps des immigrés. En masse, par vagues, les Polonais ou les Italiens venaient accomplir ici les tâches que les Français ne voulaient plus faire. La France était le premier pays au monde pour le taux d'immigration à la fin des années 20, devant les États-Unis. Grosso modo, un Français sur 3 a des ascendants issus de l'immigration, pour peu qu'on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents. La reconstruction après la guerre, puis les années 60, virent le temps des Espagnols et des Portugais. Dans les ateliers,
ou les chantiers, ils formaient la main-d'œuvre immigrée. Alors je suis là. Batista, ouvrier portugais, construisait le RER Place de l'Étoile à Paris en mai 68. Dans ses vitrines, il laisse une partie de son histoire. Avec 2 compas français, on a monté tout en haut de la rue, avec nos drapeaux rouges tout en haut, pour défendre la liberté de faire grève. Objet particulier, document, œuvre d'art, ces photos s'intitulent « Les voitures cathédrales ». Tout cela contribue à l'ambitieuse vocation de la cité. Faire en sorte que, reconnaissant la place que l'immigration a tenue dans la construction de notre pays, on puisse en quelque sorte changer le regard que l'on a aujourd'hui sur l'immigration. Cette cité dédiée aux immigrés ouvre demain au public. Mais il n'y aura pas de célébration officielle, comme si l'immigration posait toujours problème. Et puis à noter que le Parlement a donné aujourd'hui son feu vert au Louvre des Sables à Abu Dhabi. Les œuvres seront prêtées par les musées français pour des durées de 6 mois à 2 ans, en contrepartie d'une somme d'environ 1 milliard d'euros. La santé, avec le lancement aujourd'hui d'une campagne sur la dépression. C'est une première. Objectif, faire comprendre qu'il s'agit bien d'une maladie trop souvent niée. On sait aussi que les Français sont les premiers consommateurs de psychotropes dans le monde. Florence Bouquilla, Frédéric Delarue. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire. Cette maladie, c'est la dépression. Et ce clip au ton pastel est destiné à informer en douceur sur cette pathologie qui touche 2 fois plus les Français que leurs voisins européens, sans que l'on sache vraiment pourquoi. En France, au cours de sa vie, 1 femme sur 5 souffrira de dépression, ainsi qu'un homme sur 10, des chiffres en constante augmentation. On sait 2 choses, c'est que les dépressions débutent de plus en plus tôt et que la fréquence des dépressions est de plus en plus importante au point qu'on estime qu'en 2020, ce sera la 2e cause de maladie dans le monde. La France est le plus gros consommateur d'antidépresseurs d'Europe, mais la dépression, on peut en guérir, en sortir plus fort. Une fois qu'on revient sur Terre et qu'on va mieux, on est rapproché de la vie et de la société parce que ça donne peut-être une profondeur, une réflexion, une maturité, une indulgence peut-être. Priorité du plan santé mentale en 2008, la prévention du suicide chez les plus vulnérables, les jeunes de 18 à 25 ans et les personnes âgées de plus de 80 ans. Rugby, ils sont tous bons pour le service. Après examens médicaux, on ne compte aucun blessé parmi les Français pour affronter la Grande-Bretagne samedi prochain. L'équipe a repris l'entraînement aujourd'hui. Nathanaël de Rinxin, Mathias Barrois. Depuis samedi, le monde du rugby se demande qui pourra les arrêter. Le 15 de France semble bel et bien lancé. La confiance règne. Pourtant, un accident est vite arrivé. L'Angleterre inquiète. Une demi-finale face aux champions du monde, c'est peut-être le plus gros challenge en fait qu'on va devoir relever. Ce matin à Marcoussis, certains bleus portaient encore les stigmates du match contre les Blacks. Quelques haltères, un peu de musique, l'heure est au ménagement. Ils appellent ça une séance de récupération active. Jeudi, les 30 joueurs seront rétablis. Ça tombe bien, Bernard Laporte a besoin de tout le monde pour battre l'Angleterre. On connaît la capacité de cette équipe anglaise. Nous, on n'a jamais dit que les Anglais n'étaient pas bons, même quand ils étaient au creux de la vague, parce qu'on connaît la qualité de leurs joueurs. Et que ce sera un match très très difficile. Finalement, aujourd'hui, le seul inconvénient pour le 15 de France, c'est d'avoir à prendre le bus. Une petite demi-heure de transport, malgré la circulation, pour regagner cet hôtel parisien. Certains supporters ont bien compris que c'était l'endroit idéal pour approcher et faire passer quelques messages. On leur écrit des lettres, on leur a écrit à Cardiff et on leur a écrit à Marcoussis et on continue à leur écrire. Voilà. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Approcher le bus des Bleus et se frayer un chemin parmi les dizaines de badauds qui rentrent du boulot, étonnés de voir d'aussi près le 15 de France, plus que jamais candidat au titre mondial. Et on connaîtra demain la composition de l'équipe. On en vient à notre page environnement qui coïncide aujourd'hui avec la chronique cinéma. C'est demain que sort un film anglais majestueux. Un jour sur la Terre, une fresque planétaire avec une originalité. Le point de vue adopté est celui des animaux. Marie-Jo Jouan, Éric Delagneau. Ceci est un hymne à la beauté du monde, mais aussi un rappel de sa fragilité.
47 millions de dollars et 5 ans de tournage pour ce voyage inédit d'un pôle à l'autre, du nord au sud. 40 équipes spécialisées se sont relayées pour saisir des images à la seconde près. Uniques et symboliques, comme celle de cet ours émergeant de la banquise dans un territoire auquel l'homme n'a pas accès, une île perdue au large de la Norvège. Personne n'y était allé depuis 25 ans et personne n'y retournera jamais. Parce qu'il n'y a presque plus d'ours polaires là-bas. L'homme les dérange et peut être un danger pour eux. Au cours du périple, 3 destins se croisent, ceux de 3 mères luttant pour la survie de leurs petits. L'ours polaire et dans la chaleur du Kalahari, une éléphante prise dans une tempête de sable. Aveuglé par le sable, l'éléphanto est à bout de force. Enfin une baleine à bosse, migrant de l'équateur à l'Antarctique, 6000 km. Ce baleineau a quelques semaines à peine. Il montre des signes de fatigue. Sa mère l'aide à remonter respirer à la surface. Comment faire en sorte que de telles images existent encore dans 10 ou 20 ans? Quelle est la place de l'homme par rapport à l'ensemble des êtres vivants? Ce n'est qu'un élément. Il n'est un être vivant parmi d'autres. Pourquoi cette situation dominante? Il faut qu'on trouve un juste équilibre. Une question d'équilibre et de respect des millions de vies, comme celle du plus grand carnivore terrestre à la merci de la fonte des glaces, prisonnier du soleil, une image clé de ce magnifique documentaire, mieux qu'un message. Voilà, sortie demain donc. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre, un Nobel pour la France. Le prix de physique revient conjointement à Albert Fert et à l'un de ses collègues allemands, Peter Grünberg, pour une découverte qui a permis la miniaturisation des disques durs et donc qui est à l'origine des ordinateurs portables ou des lecteurs de musique MP3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, pluie au sud, nuages au nord, 20h50. Vous avez rendez-vous avec Béatrice Schoenberg pour une nouvelle émission, Les 100 qui font bouger la France. Premier thème ce soir, l'école. C'est dans un instant. À demain.